Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, je vais vous conter le récit d'un prince vertueux qui sombra dans les ténèbres. Étant l'un des paladins les plus prometteurs et héritier légitime du royaume de Lordaeron, voici l'histoire de la légende d'Arthas Menethil. Fils du roi Terenas II Menethil et Liane Menethil, Arthas était le prince du royaume de Lordaeron. Grandissant durant la période des grandes guerres de l'Alliance contre la Horde, il fut assez tôt averti des horreurs qui en découlaient. Forgeant une grande amitié avec Varian Vryn, prince légitime du royaume de Hurlevent, qui était venu trouver refuge après la destruction de ce royaume par la Horde lors de la première guerre. Jeune, un poulain lui avait été assigné pour être sa future monture. Lors de sa naissance, comme ce dernier semblait plus faible, les nobles voulaient le tuer et en trouver un autre qui était plus digne du prince. Arthas s'opposant à leur vision, il garda le poulain et suivit la tradition des chevaliers de Lordaeron, qui était de nommer leur monture par une qualité. Son cheval portera le nom d'Invincible. Malgré les ordres de son père, il se mit à vouloir s'entraîner seul au combat. Surpris par Murazin Barbe de Bronze, ce dernier lui proposera de devenir son instructeur, à quoi Arthas accepta l'offre. Au fil des années, il devint l'un des plus grands épéistes et fut repéré par Uther le porteur de lumière qui le prit sous son aile à son tour, lui apprenant à manier la lumière. Durant son apprentissage, il développa une relation amicale avec Jaina Porte-Vaillant, une jeune apprentie mage de Dalaran. Sa relation avec sa sœur Calia Menethil fut des plus compliquées. Terenas voulant la marier de force à Daval Prestor, cette dernière était terriblement malheureuse. Elle souhaita à son frère Arthas de pouvoir se marier avec l'être aimé, ce à quoi Arthas ne sut pas quoi répondre. C'est à ses 19 ans que le prince de Lordaeron devint l'un des premiers paladins de l'ordre de la Main d'Argent. Ordre de paladin créé à la fin de la première guerre. Sa nomination en tant que paladin officiel de la Main d'Argent se déroula dans la cathédrale de la Lumière à Hurlevent, ayant comme témoins de grandes figures telles que Gengristet, Thoras Trollmore, Varian Vryn, Daelin et Jaina Port-Vaillant. C'est l'archevêque Aloysius Fall qui menait le rite accompagné des 5 premiers paladins, Uther, Tyrion Fordring, Saiden Darthrohan et Gavinrad. C'est ainsi qu'il reçut son célèbre marteau, Vengeance de la Lumière. C'est après avoir reçu la bénédiction qu'il fut embrassé par ses virils compagnons d'armes. Lorsqu'il visita Hurlevent avec son meilleur ami, il échangea quelques coups, en l'honneur du bon vieux temps. Il rencontra également son jeune nouveau-né, Anduin. Peu de temps plus tard, il visita le fort de Durn où il put entrevoir l'une des plus grandes futures légendes d'Azeroth, Thrall. C'est peu de temps plus tard qu'il décida de faire une escapade avec son cheval invincible, et qui malheureusement fit une chute lui assénant une importante blessure, le condamnant à souffrir longuement avant de mourir. Afin d'abréger les souffrances de son fidèle compagnon, il mit fin à ses jours, acte qui le marquera durant toute son existence. Pour quelques affaires, il put rester à Dalaran durant quelques jours, ce qui lui laissa un peu de temps pour partager quelques moments avec Jaina. L'archimage Antonidas organisa un banquet pour la venue du prince de Lordaeron, mais également pour Kael'thas, prince de Keltalas, la cité des Hauts-Elfes. Durant le banquet, de nombreux sujets furent mis sur la table, mais le plus important fut la léthargie des orques des camps, ces derniers perdant toute volonté de combattre. Antonidas conclua que c'était dû à l'éloignement de leurs démonistes, leur magie affectant leur état mental et physique. Une sorte de tension déjà présente entre Arthas et Kael'thas s'accentua quand ce dernier vit le prince de Lordaeron et l'apprenti mage s'échanger un baiser. Participant à de nombreux raids contre les trolls des forêts et notamment à Zulaman, non loin des frontières de Keltalas, Arthas devint l'un des plus grands combattants de Lordaeron. Jeune, tenace, fort et brave, son plus grand défaut était qu'il pouvait se montrer arrogant. Plus tard, Arthas invita Jaina au festival du solstice, durant lequel il officialisa devant tout le monde qu'il la courtisait. Malgré un puissant et sincère amour, Arthas se demanda s'il était prêt à vivre une vie de couple heureux. Après avoir assez longuement réfléchi, il mit un terme à leur relation, prônant le fait qu'il devait lui se concentrer sur son rôle de prince, et que elle, de son côté, pourrait mieux se focaliser sur ses études en magie. Il se rendra à Stratholme afin de participer au procès de Tyrion Fordring, où il sera juge de son camarade. Le prince de Lordaeron ne voulait pas croire aux accusations qui pesaient contre Tyrion, du fait qu'il ait libéré l'orque Eitrig et qu'il ait attaqué les hommes de Dathrohan.
Fordring avoua ses méfaits et fut excommunié ainsi que banni. Quelque temps après, les orques réussirent à s'échapper des camps, et des nouvelles commençaient à se développer concernant une sorte de peste au nord de Lordaeron. Arthas de son côté défendit Strandbrand de l'attaque des orques, mais également des gnolls, ainsi que du pillage des bandits de la colline sanglante. Il ira aussi aider Feranor Orteil d'Acier à tuer le dragon du vol noir, Saharinox. Avec le cœur du dragon, le nain façonnera un artefact très utile, l'orbe de feu. C'est avec cet artefact qu'il anéantira des orques maître lame. Arthas pensant au début qu'il voulait faire revenir les démons. On apprendra par la suite, par Uther, que ces derniers ne voulaient que combattre et mourir dans l'honneur. C'est quelques temps plus tard, lorsque notre jeune prince atteignit ses 24 ans, que la menace de la peste mort-vivante fit son apparition. Avec l'aide de Jaina et de Falric, Arthas combattit les morts-vivants non loin d'un silo. C'est d'ailleurs ici qu'il rencontra pour la première fois le nécromancier Kel'Thuzad, ancien archimage de Kirin Tor. Ce dernier fuya jusqu'à Adoral. Pensant avoir arrêté la peste nécrotique, Arthas découvrit avec horreur que le grain infesté en cette ville avait déjà été envoyé à Stratholme. Kel'Thuzad informa le prince de l'existence de Mal'Ganis, un Atrézine guidant le fléau dans son développement. Sans qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, le paladin le tua brutalement à l'aide de son marteau. Sans plus tarder, ils allèrent jusqu'à Stratholme. A noter que durant son voyage, Arthas développa une obsession pour sauver son royaume, qui lui faisait oublier le bien-être de ses compagnons, dont Jaina. La jeune mage de Dalaran lui faisait remarquer. Le paladin accepta de s'arrêter à Atreval. La pause fut de courte durée. En effet, une armée de morts-vivants arriva droit sur eux. Avec beaucoup de rage, n'écoutant pas la fatigue de Jaina, il lui ordonna de trouver Uther au plus vite. Durant son combat, il découvrit avec horreur que la peste ne faisait pas que tuer son peuple, mais il le transformait en des morts-vivants assoiffés de sang. Alors que la situation semblait sans issue, Uther arriva avec une garnison et balaya l'armée d'immondices. Il reprit la route vers Stratholme. Sur son chemin, il refit la rencontre avec le mystérieux prophète qui était apparu quelques années auparavant devant son père, réitérant le même conseil qu'il lui avait donné, qui était de fuir et voyager jusqu'en Kalimdor, le continent à l'ouest d'ici. Combattre les morts-vivants était vain. Arthas fit comme son père, il ne l'écouta pas et continua son chemin vers Stratholme. Malgré le fait que Jaina accorda de l'intérêt au prophète, Arthas ignora, se concentrant uniquement sur leur destination. Arrivé sur les lieux, Arthas vit avec un grand désespoir que le grain avait été livré aux habitants. Sachant que les gens ayant consommé le pain allaient rapidement devenir des morts-vivants et qu'ils ne pouvaient savoir qui en avait consommé, il ordonna à Uther de purger la ville. Le paladin, choqué par ce qu'avait ordonné le jeune prince, refusa, rétorquant qu'il n'était pas encore son roi et qu'il n'avait pas à lui obéir. Prenant un ton rude et arrogant, Arthas proclama que le porteur de lumière était un traître et le renvoya de l'ordre des paladins. Ne voulant pas suivre une telle folie, Uther accompagné de quelques hommes partirent. Ils furent rapidement suivis par Jaina qui ne pouvait pas regarder l'être qu'elle aimait commettre un acte aussi cruel. Avec les hommes restants, Arthas commença l'événement qui sera connu comme la purge de Stratholme. C'est dans cette ville qu'Arthas fit la rencontre de Mal'Ganis, le seigneur de l'effroi dont avait parlé Kel'Thuzad. Au cours d'un bref échange, Mal'Ganis lui donna rendez-vous dans le continent du Nord, en Orphandre. Afin d'éviter toute contamination, Arthas et sa troupe mirent feu à la ville. Il faut savoir que durant la purge, la lumière ne quitta pas le prince de Lordaeron. Répondant au défi de Mal'Ganis, accompagné d'une petite troupe, Arthas voyagea jusqu'en Orphandre, où sa flotte accostera dans la baie de Quavdag. Il fondera alors un petit avant-poste nommé Valgard. Lui et son escouade furent pris sous un feu qui s'arrêta aussitôt. C'était Muradin Barbe de Bronze qui les avait pris pour des morts-vivants. C'est durant leur retrouvaille que Muradin lui apprit l'existence de Deuil-Givre. C'est ainsi qu'ensemble, ils partirent à la recherche du Seigneur de l'Effroi et de la Lame Runique. Pendant ce temps, un émissaire de Lordaeron apporta des ordres de Terenas et Uther. Arthas et ses hommes étaient obligés de repartir. En revenant au camp, voyant que ses hommes étaient en train de quitter Valgard, il bouillonna. Il était hors de question de quitter Northandre avant d'avoir mis fin à l'existence de Mal'Ganis.
Il engagea donc des mercenaires afin que ces derniers brûlent les navires. Ainsi, ces hommes ne pouvaient plus honorer les ordres. Quand ces hommes arrivèrent sur les lieux, Arthas trahit les mercenaires en les accusant de ce méfait. Après avoir massacré les mercenaires, il déclara qu'il n'y avait aucun moyen de retourner en Lordaeron. Tout ce qui leur restait était de finir le travail. Dans l'espoir de trouver Deuil-Givre, Arthas et ses hommes avancèrent vers le donjon de Draktaron. Mal'Ganis apparut devant eux, proclamant leur mort. Ces hommes se faisant assiéger par les morts. Sachant qu'ils ne pouvaient tenir éternellement, Arthas alla chercher Deuil-Givre avec Muradin. Dans la caverne, il combattit le gardien qui le défendit d'utiliser Deuil-Givre. Cette dernière causerait sa perte. Ignorant l'avertissement, Arthas vainquit le gardien et s'approcha de la lame runique, n'écoutant pas à son tour les avertissements de son mentor. Ce dernier ayant lu les inscriptions en Galimag, disant que la lame était maudite. Il jeta son marteau et s'empara de la lame, déclarant qu'il donnerait tout pour sauver son peuple. Dans ce processus, Muradin fut bloqué par un éclat de glace, perdant connaissance. Arthas allait aider Muradin, mais il était déjà sous l'emprise de Deuil-Givre. Avec sa nouvelle arme en main, il retourna sur le camp. Ses hommes étaient bien moins nombreux, mais cela n'importait peu. Arthas avait en possession un artefact surpuissant. Il écrasa sans souci les morts et fit face au Seigneur de l'Effroi qui l'avait défié. Mal'Ganis était très heureux de voir la lame maudite dans la main du prince. Il lui expliqua par la même occasion que la voix qui lui chuchotait des choses n'était autre que celle du roi Lich. Lorsqu'il lui demanda ce que le roi Lich lui ordonnait de faire, Arthas répondit avec un rictus très sinistre, que l'entité voulait qu'il tue le Seigneur de l'Effroi. Après avoir terrassé Mal'Ganis, il s'enfonça dans les terres du Nord, abandonnant ses soldats, perdant peu à peu son humanité. C'est ainsi qu'il devint le premier chevalier de la mort du roi Lich, portant à présent une armure en saronite. Il retrouva ses hommes et les massacra sans aucune once de regret, avant de les relever dans la non-mort. Avec l'aide de ses deux plus proches lieutenants, Falric et Marwyn, qu'il avait relevés en chevalier de la mort, il retourna en Lordaeron, marcha jusqu'à son père et le tua, enfonçant Deuil-Givre dans son cœur. Ensuite, il fit déferler le fléau dans la ville. Étant méfiant de Tassarian, il le força à tuer sa mère afin de prouver son allégeance à son maître. Bien qu'étant sous l'influence du roi Lich, il retourna dans la ferme des Balnir afin de ressusciter son destrier, invincible. C'est quelques jours plus tard qu'il fit la rencontre du Natrésime Tichondrius dans un village au nord-est du lac Lordamer. À la surprise d'Arthas, pensant qu'il était là pour venger son camarade Mal'Ganis, Tichondrius le félicita pour tous ses efforts. Il lui expliqua également le fonctionnement de la lame. À chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, elle absorbait l'âme de la personne. Ajoutant que la première âme qu'elle prit fut celle d'Arthas lui-même. Travaillant également pour le roi Lich, Tichondrius l'envoya rassembler le culte des damnés en Vandermar, pour ensuite aller chercher un ancien ennemi, Kel'Thuzad. On lui informa qu'il ne pourrait le relever. Il fallait une source bien plus puissante pour qu'il reprenne forme. C'est devant la crypte de l'ancien archimage qu'il revit Gavinrad le Cruel. Il le tua sans trop de soucis et récupéra les restes du nécromancien. Ce dernier lui apparut sous une apparence fantomatique, devenant son plus grand servant. Il le mit en garde sur les seigneurs de l'effroi, disant qu'il ne fallait pas leur donner sa confiance. Durant le voyage, les restes de Kel'Thuzad avaient besoin d'un endroit pour être conservés. Il fit face à deux paladins, Balador le Brillant et Sage le Porteur de Vérité. Ces deux fervents serviteurs de la lumière condamnèrent la trahison d'Arthas, avant d'être malheureusement tués. Il ne restait plus qu'un seul obstacle entre le champion du fléau et Liurne, son ancien mentor, Uther le Porteur de Lumière. Arthas et Uther engagèrent un duel conséquent. Bien qu'au début, Uther avait clairement l'avantage, ce fut de très courte durée puisque le roi Lich donna plus de puissance à son champion à travers la lame. Reprenant l'avantage, le prince blessa sérieusement le Porteur de Lumière qui s'écroula à genoux, priant pour qu'Arthas aille en enfer. Ce à quoi Arthas répondit avec arrogance, déclarant qu'en tant que chevalier de la mort, il vivra éternellement et par ce fait, ne connaîtra jamais le plaisir des enfers. Terminant ce dialogue en enfonçant Deuil-Givre dans le corps d'Uther. Il jeta les restes de son père et les remplaça par les restes de Kel'Thuzad.
Le champion du fléau avança avec sa grande armée vers Keltalas. Sa funeste croisade fut énormément ralentie par la générale forestière Sylvanas Coursevent. Malgré tous ses efforts pour stopper l'avancée du fléau, rien n'y faisait. Les forestiers se faisaient décimer. Elle essaya également de prévenir Lune d'Argent en envoyant des éclaireurs, mais tous furent tués. Ayant été remonté par la persévérance de l'elfe, Arthas transforma Sylvanas en une banshee et la soumit à la volonté du roi Lich, la retournant contre sa propre patrie. Avec l'aide de Darkandratyr, les champs de force thalassiens disparurent et le fléau put s'engouffrer dans la cité. Suivant Kael'thas et Romat, beaucoup d'elfes purent fuir grâce aux ordres de Belovir. Ce dernier perdit un bras face à Arthas, mais avec ses dernières forces, téléporta Dame Liadrin hors de la cité. Les morts déchiquetèrent ses restes. Le champion du fléau fit ensuite face à Anastérian au soleil, le roi de Keltalas. Le roi lui donna du fil à retordre, au point qu'il coupa les jambes d'Invincible, mettant Arthas fou de rage. Après avoir été l'un des adversaires les plus tenaces, le roi rendit son dernier souffle. Arthas enjamba son cadavre tandis qu'il envoya les restes de Kel'Thuzad dans le puits de soleil, le corrompant au passage. Le nécromancien en ressortit sous l'apparence d'une liche surpuissante. La prochaine étape était Alteract. Kel'Thuzad expliqua qu'ils avaient besoin du portail amenant dans le néant distordu. Le fléau marcha donc sur le clan Roche-Noire avec une facilité déconcertante. Kel'Thuzad réussit à avoir une conversation avec Archimonde via le portail. Ce dernier lui demanda d'aller chercher le livre de Medivh à Dalaran. Cet artefact lui permettra de mettre les pieds en Azeroth. Le fléau déferla donc sur Dalaran, s'engouffrant dans la cité des mages. Arthas combattit Antonidas et le tua. N'ayant plus aucun obstacle, Kel'Thuzad put invoquer Archimonde en Azeroth. À peine arriva-t-il qu'il nomma Tichondrius chef du fléau, expliquant que le roi Lich n'était qu'un outil pour l'extension de son armée démoniaque. Arthas semblait perdu et désemparé, mais Kel'Thuzad le rassura en expliquant que tout ce qui se passe actuellement suit les plans du roi Lich. Le duo partit en Kalimdor, tandis qu'Archimonde raya Dalaran de la carte. En Kalimdor, il rejoignit les forces de la Légion Ardente afin de les aider dans leur croisade ardente. Enfin, cela n'était qu'officiellement, car dans les faits, Arthas manipulait secrètement le fléau afin que les morts désobéissent à leur maître démoniaque, ce qui retarda grandement leur ascension sur le mont Ygel. Le champion du roi Lich s'attardant sur le crâne de Gul'dan que possédait Tichondrius, un puissant artefact lui ayant permis de corrompre les forêts, ce qui créa par ailleurs Gangrebois. Il avait les capacités de tuer le Seigneur de l'Effroi, mais il serait alors la prochaine cible d'Archimonde, et malgré toute la force qu'il avait, jamais il n'aurait pu vaincre le bras droit de Sargeras. Tout espoir n'étant pas perdu, il prit connaissance de l'existence d'Illidan Hurlerage qui, lui, était largement en capacité de venir à bout d'une Atrésime. Il eut une brève rencontre entre le Chevalier de la Mort et le Chasseur de démons. Arthas lui informa de l'existence de l'artefact. Illidan n'avait qu'à se servir. Hurlerage déroba donc l'artefact et en absorba l'essence, devenant un démon à part entière. S'ensuivit de la mort de Tichondrius ainsi que de la destruction de tout son escadron. Lorsque la bataille du Mont Ygel prit fin avec la mort d'Archimonde, Arthas et Kel'Thuzad partirent avec toutes les forces du fléau disponibles, pour retourner à la ville d'où il était originaire, Lordaeron. En arrivant en son royaume, il remarqua 3 seigneurs de l'effroi laissés sur les lieux par Archimonde. Lorsque le champion du roi Lich les confronta, ils fuyèrent ne préférant pas combattre un adversaire aussi coriace. Il découvrit un grand groupe de réfugiés. Sans plus tarder, il ordonna à Sylvanas et Kel'Thuzad de l'aider à vaincre leur protecteur. 3 paladins du nom de Halak le porte-vie, Magroth le défenseur et Dagren le tueur d'orques. Dans le cours de la bataille, le Chevalier de la Mort ressentit une grande douleur. Le roi Lich l'appelait, ce qui semblait diminuer ses pouvoirs. Bien qu'amoindri, il réussit à tuer tous les humains. Sylvanas ayant été prévenue par les seigneurs de l'effroi que l'influence du roi Lich diminuait, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant de retrouver son libre arbitre. Alors qu'il était revenu à Lordaeron pour discuter avec Kel'Thuzad de la menace que pouvait représenter Sylvanas libéré de l'influence du roi Lich, ils furent séparés par les seigneurs de l'effroi qui tentèrent d'assassiner Arthas à l'aide des forces du fléau. Après cette sortie de cette affaire,
Arthas, avec le peu de loyalistes, fonça pour sortir de la ville. Il fut sauvé par quelques banshees envoyés par Sylvanas, ces dernières expliquant que leur maîtresse voulait secourir Arthas. Le prince suivit alors les banshees dans la forêt, où le roi Lich lui-même lui chuchota qu'il avait été trahi, juste avant qu'il ne se prenne une flèche paralysante de la part de Coursevent. La sinistre Banshee avait comme projet de le torturer afin de se venger de ce qu'il lui avait fait subir. Cependant, il fut sauvé par Kel'Thuzad qui chassa la Banshee. Arthas, toujours amoindri par la flèche et l'état de son maître, il reçut l'ordre du roi Lich de revenir en Orphandre. Les forces démoniaques d'Illidan ainsi que les Nagas étaient en train de briser le trône de glace, ce qui l'affaiblissait. Tandis que Kel'Thuzad resta afin de veiller sur le royaume de son maître, Arthas lui partit afin de rejoindre les terres du Norfandre. Quelques semaines plus tard, lors de son arrivée sur le continent du Nord, il fut surpris d'être attaqué par des elfes de sang et Cael'thas lui-même. Cependant, il fut sauvé par Anub'arak, l'ancien roi des Nérubiens. Avant de se téléporter, Cael'thas provoqua Arthas, lui disant que sa vraie armée, elle, ne serait pas si facile à vaincre. Le prince était dans le doute, craignant qu'Illidan et ses forces n'atteignent Ner'zhul avant lui. Cependant, Anub'arak lui confia qu'il pouvait emprunter les tunnels sous la terre, leur permettant d'avoir un raccourci assez conséquent pour devancer Illidan et ses troupes. Dans les tunnels, ils tombèrent sur Saphiron, un dragon du vol bleu. Sans hésiter, Arthas le tua et le releva dans la non-mort, lui octroyant une wyrme de givre. Après de longues péripéties dans les tunnels, ils arrivèrent enfin aux portes d'Azol-Nerub et tombèrent sur des nains qui leur tirèrent dessus. Ces nains n'étaient autres que ceux de l'escouade de Muradin. En l'absence de leur chef, c'était son second, Baelgun Flammebarbe, qui les menait. Ce dernier mit en garde Arthas des horreurs qu'ils avaient réveillées en creusant, les Narki, ou plus communément appelés les Sans-Visages. N'ayant pas le temps, il massacra les nains ainsi que les Nérubiens encore en vie. Avec l'aide d'Anub'arak, il évita tous les pièges que renfermait son ancien royaume. Au bout d'un moment, ils tombèrent sur un Sans-Visage qu'ils tuèrent afin de progresser. Subitement, un tremblement de terre survint et fut assez puissant pour détruire le passage séparant brièvement Anub'arak d'Arthas. Lorsqu'ils purent se retrouver, l'ancien roi nérubien complimenta le prince, déclarant que Ner'zhul ne l'avait pas choisi au hasard. Une fois sorti du royaume d'Azol-Nerub, Arthas fut contacté par le roi Lich. Ce dernier expliqua que le trône de glace fut fissuré, le rendant plus faible. C'est pourquoi il insuffla en lui toutes ses forces. Désormais, le champion du roi Lich était prêt à faire face à n'importe quel ennemi. Et il mit peu de temps avant d'en avoir l'utilité, puisque lorsqu'il atteint enfin la surface, il vit que les forces du fléau combattaient celles d'Illidan. D'un côté, les morts du fléau mort-vivant, et de l'autre, les Nagas de Dame Vache et les elfes de sang de Cael'thas. Activant les 4 obélisques, il ouvrit la porte afin d'accéder à la couronne de glace. Mais il restait un obstacle sur la route d'Arthas. Illidan hurle l'orage. Le combat entre les deux fut le plus grand combat que connut Arthas. Bien que court, le duel fut intense et se résulta par la victoire du prince qui asséna une terrible blessure au torse d'Illidan. Le champion du roi Lich laissa son adversaire reposer sur la neige tandis qu'il montait les marches, se rapprochant peu à peu du trône de glace. Plus il montait les marches, plus il entendait des voix. Il put distinguer celle de Muradin, celle d'Uther ainsi que celle de Jaina. Toutes le mettaient en garde et l'imploraient de rebrousser chemin, mais il se contenta de les ignorer. Une fois en face du Home de domination, il n'entendait plus qu'une seule voix qui lui demandait de le libérer. Celle du roi Lich, Ner'zhul. À l'aide de deuil givre, il brisa la glace dans laquelle était retenu le Home de domination, puis le plaça sur sa tête, lui octroyant d'incommensurables pouvoirs. Il prit ensuite place sur son trône sur lequel l'esprit de Ner'zhul et d'Arthas combattirent durant des années. Salut! Merci d'avoir regardé l'histoire d'une légende numéro 7 consacrée à Arthas Menethil. Je ferai prochainement le Warcraftology sur le roi Lich, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. De ce fait, je voulais partager un projet de @archivamazarod sur Twitter qui va mettre en place une pièce de théâtre sur Arthas Menethil. Je vous mets en description les 2 comptes à suivre et je vous encourage vivement à soutenir le projet car c'est du lourd. Qui plus est, une fois terminée, la pièce sera dispo gratuitement sur YouTube. Il recherche également des artistes, cosplayers, créateurs de décors, etc. Allez le voir en DM, il vous réceptionnera avec passion. Vous pourrez même vous procurer la pièce en bouquin, comme ça vos collections Warcraft
en sera d'autant plus incroyable. Sur ce, cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme de centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.